Nous allons essayer de faire le point de l'action diplomatique déployée depuis ces 2 dernières années sous la férule du nouveau ministre des Affaires étrangères, Arif Bako Nassirou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Merci. C'est vrai qu'à votre nomination, personne ne vendait chez votre poste, votre pot à ce poste, étant donné que vous n'étiez pas du sérail, mais vous avez quand même impressionné plus d'un. Alors, quelle est la potion magique de votre marabout? Il n'y a pas de potion magique. Je voudrais dire que je suis un étudiant. En tant qu'enseignant, je suis un apprenant permanent. Et donc, j'ai appris aux côtés des diplomates à faire comme eux. Et donc, un bon élève, en principe, doit dépasser son maître. C'est ce que j'essaie de faire avec eux. Alors, au ministère des Affaires étrangères, c'est pas simple, c'est pas facile, surtout quand vous n'êtes pas du secteur. Alors, quelles ont été les premières difficultés que vous aviez affrontées dès qu'on vous a nommé ministre des Affaires étrangères, que vous avez commencé à aller sur le terrain? Les premières difficultés, si je dois parler en ces termes, c'est d'abord que j'arrive dans une administration totalement nouvelle pour moi. J'ai quitté le monde universitaire, le monde parlementaire, pour le monde de la diplomatie. Il fallait d'abord prendre un peu de temps, un peu de recul pour connaître un peu les dossiers avant de commencer par agir. Je pense que dans un premier temps, cela m'a pris un peu je dirais, à demander un peu plus de travail de ma part. Deuxièmement, il fallait aussi connaître les hommes. Vous savez, quand vous venez dans un milieu qui n'est pas le vôtre, la première des choses, c'est de chercher des repères. Et ces repères, dans une administration, c'est vrai, c'est des normes, c'est vrai, c'est des institutions, mais c'est aussi des hommes sur qui se reposer pour mener son action. Je pense que cela a pris un peu de temps. Et donc, il y a eu, bien entendu, il y en a. Je pense que c'est un ministère qui regorge de ressources humaines de qualité et qu'il faut savoir identifier et donc employer à bon escient. Alors, monsieur le ministre, lorsqu'on parle de la diplomatie, elle repose sur des valeurs clés. Alors aujourd'hui, quelles sont les idées forces de la diplomatie béninoise? La politique extérieure de la République du Bénin, définie par le président de la République, le président Yaya Boni, au thème de la constitution de notre pays, c'est le président de la République qui définit la politique extérieure. Cette politique extérieure est fondée sur un certain nombre de piliers. D'abord, le gouvernement, le président de la République, fait de la politique extérieure de notre pays une politique de bon voisinage d'abord. Une politique de promotion des valeurs de paix, de stabilité, de démocratie et de sécurité. C'est une je dirais que c'est une politique extérieure aussi qui met l'accent sur la coopération et donc l'action de développement. De sorte que bon voisinage et diplomatie de développement définissent, si vous voulez, pour résumer, l'action diplomatique et donc l'essentiel de la politique extérieure de notre pays. Bien entendu, la quête de rayonnement et de façonnement de l'image de notre pays constitue aussi des défis importants que nous essayons donc de relever. Alors, vous aviez énuméré un certain nombre d'éléments importants dans votre définition de la politique extérieure du Bénin. Alors, lorsqu'on parlait du bon voisinage, pour nous ici au Bénin, pendant des années, le voisinage a rimé un peu avec, disons, l'oubli, la négligence de ce qui fait même notre existence. Parfois, pendant longtemps, le voisinage, au nom du voisinage, on a laissé notre frontière grignotée par nos voisins, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que vous mettez au niveau, disons, à votre ère, qu'est-ce que vous mettez dans le voisinage, le bon voisinage? Alors, le bon voisinage, je pense que le Bénin, pendant longtemps, et je pense que c'est une tradition, dans la politique béninoise, dans la diplomatie béninoise, dans la politique extérieure du Bénin, que d'être un État légaliste, que de vouloir, je dirais, rechercher chaque fois à accorder la primauté au droit.
Et de cette façon, même lorsque vous avez les questions de frontières, le Bénin a toujours voulu régler les questions de frontières par des voies de négociation, par des voies juridiques. Et c'est pour cela que notre pays, nous n'avons jamais hésité à recourir aux instances juridiques judiciaires internationales pour tenter de trouver des solutions aux problèmes frontaliers que nous avons. Il est vrai que depuis bientôt 50 ans, nous aurions dû avoir une vraie politique de frontières, que nous n'avons pas pris le temps de définir à temps, de sorte que, au lieu de réaliser des infrastructures dans les zones frontalières pour marquer le territoire, nous avons quelque peu fait un peu de la négligence, quelque fait de la négligence, si vous permettez l'expression, à un moment donné, mais c'est quelque chose qu'il faut voir sur la longue durée, de 1960, je dirais, jusqu'à une date récente. Et depuis, nous avons pris le ferme engagement, et le gouvernement du président Yahi a entrepris une série d'actions au niveau des zones frontalières par l'érection d'infrastructures socio-communautaires, etc., pour marquer le territoire, et pas aussi le tracé de routes, etc., pour marquer la présence sur notre territoire. Alors, au nom de la même politique de bon voisinage, on a vu que le Bénin, parfois, à des moments donnés, le Bénin, au lieu de se prononcer sur des questions de respect, de démocratie, des droits de l'homme dans les pays voisins, au nom de bon voisinage, le Bénin souhaitait, alors que le Bénin, quand même, c'est une référence en matière de démocratie. Comment expliquez-vous cet état de choses? Le Bénin s'évertue à cultiver une certaine tradition démocratique. Je pense que depuis l'expérience de la conférence nationale, le Bénin est apparu comme un modèle de démocratie dont la voix a fait beaucoup d'émules, notamment avec les conférences nationales qu'on a connues dans différents pays du continent africain. Mais le Bénin, tout en s'efforçant de construire son modèle démocratique, ne se présente pas en donneur de leçons vis-à-vis des autres. Chaque pays a son histoire particulière, chaque pays a son cheminement, et la voie vers la démocratie n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas, et donc chaque pays, en fonction de son expérience historique spécifique, je dirais, à sa voie vers. Donc c'est pour cela que dans notre politique extérieure, bien que à l'intérieur nous chantions le modèle béninois, nous essayons au plan international de défendre des valeurs que nous considérons comme étant des valeurs universelles. Les valeurs de respect des droits de l'homme, de la personne humaine, les valeurs de la démocratie, les valeurs d'égalité, de liberté, etc. Nous les défendons au plan international comme étant des valeurs universelles. C'est des valeurs que nous utilisons également dans nos relations avec les pays voisins. Et donc, qu'on le veuille ou non, il y a peut-être une certaine capacité subversive que nous développons peut-être autour de nous, mais ce n'est pas volontaire, ce n'est pas orienté contre tel ou tel. Et notre politique extérieure, c'est de respecter chaque État dans ses choix et à l'occasion lancer des appels lorsqu'il y a de graves violations des droits de l'homme ou lorsqu'il y a des troubles liés à des problèmes de gouvernance intérieure, etc. Il est de notre devoir, en tant qu'acteur de la communauté internationale, de travailler pour la paix. Et donc, lorsque vous voyez la maison de votre voisin prendre feu, il faut courir, aller aider à éteindre avant que le feu ne vienne chez vous. C'est donc visiblement au nom de ce principe qu'on a vu le président Boni Yahi, dans sa posture de président de l'Union africaine, à mobiliser, à alerter sur la situation au Mali. Ça nous permet d'enchaîner avec la crise malienne qui a révélé la faillite d'un État, l'État malien. Oui, oui et non. Je pense qu'au-delà de la politique de bon voisinage que le gouvernement béninois essaie de développer, c'est
dans les pays peut-être frontaliers immédiatement. Bien entendu, il y a des pays avec lesquels nous ne sommes pas frontaliers immédiatement, mais qui font partie de notre voisinage plus ou moins immédiat. La crise malienne, vous l'avez évoqué, est une crise multidimensionnelle. Et le Bénin, dans son rôle de pays en exercice de l'Union africaine, avait la responsabilité continentale de prendre les dispositions pour créer les conditions d'une paix durable et d'une sécurité collective sur l'ensemble du continent africain. Et de ce point de vue, partout où il y a des foyers de tension, le président de la République est intervenu par anticipation parfois. Lorsque, par exemple, vous avez vu les crises électorales qui pointaient en Sierra Leone, au Ghana, le président de la République a pris les devants pour aller au front, pour anticiper et éviter donc des crises s'installent. Et à chaque fois, vous avez vu, malgré quelques petits grincements de dents, quelques petites choses, c'est des opérations qui ont permis de ramener la paix et la quiétude dans ces pays. Au Mali, c'est dans la même logique. Vous connaissez la crise malienne, c'est d'abord une crise liée à un mouvement identitaire irrédentiste, le MNLA. Ensuite, des groupes de narcoterroristes qui ont pris en otage un territoire de notre communauté économique, la CEDEAO, de notre espace UEMOA. Et ces narcotrafiquants ont essayé de sanctuariser le nord du Mali pour des menées subversives en mettant en avant une fausse idéologie islamiste tendant à jeter la poudre aux yeux des crédules musulmans donc, de la région pour tenter donc, de les embarquer dans des aventures négatives. Et le président Yaya Boni, dans son rôle de président en exercice de l'Union africaine, a pris les devants et a dit à la communauté internationale, et partout où il est passé, que la crise malienne n'est pas seulement une crise de la République du Mali. C'est une crise du terrorisme. Et la lutte contre le terrorisme international est un devoir de la communauté internationale. Et à ce titre, le président de la République, partout où il est passé, il a lancé l'appel. Il a lancé, je dirais, il a créé une certaine dynamique diplomatique qui a servi presque de rouleau compresseur pour engager même les plus sceptiques dans ce combat contre le terrorisme. Et vous avez vu l'appel qu'il avait déjà commencé par lancer lors de sa première visite au président François Hollande. Il a été le premier chef d'État africain à avoir été reçu à cette occasion. Et il a lancé un message fort à l'époque pour dire qu'il faut absolument une solution militaire à la crise malienne. Il n'a pas cessé de rester constant et il a mené différentes actions en direction du secrétaire général des Nations Unies, en direction de ce qu'on appelle le P5, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc les 5 grands, comme on le dit, en direction également d'autres pays membres de l'OTAN, comme le Canada. Et vous vous rappelez, qu'en janvier 2013, c'est du Canada qu'il a lancé donc l'appel à l'OTAN, et peu de temps après, quand les rebelles et les terroristes s'apprêtaient donc à prendre Bamako après la prise de Kona, vous vous rappelez, donc le MH vers Bamako, la France a été obligée de répondre à l'appel et de dire halte. Et cela a été une décision sage, une décision historique et donc l'une des plus populaires. Mais cette décision de la France a aussi mis à nu l'incapacité de la CEDEAO, une institution sous-régionale à laquelle le Bénin appartient, de prendre les devants des choses, parce que là, on a vu que pratiquement la CEDEAO est obligée de se retrouver dans une posture de quelqu'un qui a la remorque de la France aujourd'hui. C'est assez facile, c'est assez facile de stigmatiser
la faiblesse ou l'incapacité des États membres. Donc, on reconnaît tout de même quand même l'incapacité de la CEDEAO, la faiblesse. Disons-nous la vérité. Oui. Les armées ouest-africaines, pour la plupart, des armées ne sont pas des armées formées pour faire de la guerre offensive en tant que telle. Disons-nous la vérité. En équipement, en chose, quelques rares pays disposent d'équipements suffisants, comme le Nigeria et peut-être, je ne veux pas citer un autre, mais c'est aussi un terrain qui n'est pas habituel pour les armées ouest-africaines. En dehors des pays sahéliens ou désertiques, sahariens, si on peut parler en ces termes, quelques rares pays peuvent mobiliser leurs troupes et les rendre opérationnels immédiatement dans le Nord Mali. Il fallait donc un processus de montée en puissance progressive de cette force avant de pouvoir les déployer. Cela a pris du temps. C'est vrai aussi que la CEDEAO fonctionnait sur deux tableaux. Le tableau de la médiation, le tableau de la préparation de l'intervention militaire. Par moments, on a eu l'impression que les négociations, la médiation pouvaient donner des résultats. Et cela ralentissait, vous voyez, un peu de l'autre côté. Et donc, aux adversaires de se cela est surarmer. apparu tout simplement comme une stratégie d'attentisme finalement imposée par les rebelles aux États de la CEDEAO avant d'être pris de court. Et en ce moment, vous comprenez qu'il fallait réagir effectivement de manière chaude. Donc, la force en attente de la CEDEAO ne s'est pas mise en place rapidement parce qu'il y a aussi des questions de financement. Oui, vous comprenez, qui confirme donc la faiblesse le plan initial de la qui a été CEDEAO, élaboré, le déploiement d'environ 3300 hommes, nécessitait l'équivalent de près de 500 millions de dollars. La CEDEAO, ce n'est donc pas une incapacité volontaire, mais c'est, je dirais, comment l'appelle-t-on, les circonstances et le manque de ressources quelque part et les conditions du terrain qui ont imposé un temps de préparation relativement long. Donc, je crois que ce que nous avons vécu est une expérience pour les armées ouest-africaines, pour la force en attente de la CEDEAO, pour qu'elle puisse se former, recomposer, reconstituer et être aguerrie pour intervenir à n'importe quel moment, sur n'importe quel théâtre. Je crois que avec l'engagement français, avec la dynamique que, disons, la CEDEAO a donnée, avec la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a permis de mettre en place la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, et la mobilisation de la communauté internationale à l'occasion donc de la conférence des bailleurs de fonds donc sur le Mali, donc du 29 janvier 2013 à Addis Abeba. Je pense qu'aujourd'hui, environ 75% des troupes de la MISMA sont déjà sur le terrain. Sur les 8000, puisqu'on est passé entre-temps de 3300 à 8000 hommes. Aujourd'hui, nous avons plus de 75% des troupes sur le terrain. Et le Bénin, vous savez que le Bénin participe avec un bataillon de 650 hommes. Actuellement, il y a un peu plus de 400 qui sont déjà sur le terrain. Je pense que chacun apporte sa contribution parce que le défi du terrorisme est un défi sous-régional, c'est un défi mondial et donc nul n'est de trop. Et c'est pour cela que le président de la République du Bénin a toujours prêché pour une ouverture de la MISMA à toutes les bonnes volontés africaines, en termes donc de contribution, de contingent, etc., pour permettre donc de faire face à ce péril qui ne fait que nous menacer et que nous devons absolument combattre. Alors, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, le Bénin appartient à la CEDEAO. Quelle est aujourd'hui l'importance du Bénin au sein de cette institution en termes d'emprise sur les instances dirigeantes de cette institution? Le Bénin est un État membre fondateur de la CEDEAO. Le Bénin a toujours participé aux activités de la CEDEAO, n'a jamais suspendu sa participation. Le Bénin est l'un des rares pays à jour
de toutes ses cotisations vis-à-vis de la CEDEAO. C'est vrai, lorsque vous évoquez le poids du Bénin au sein de la CEDEAO, il y a peut-être que le Bénin n'a jamais eu un poste de commissaire. Le Bénin a tenté d'imposer, le Bénin a tenté quand même de positionner un candidat à la présidence, mais ça fait flop. C'était quoi? On peut mettre ça un peu sur le compte peut-être de vos premières difficultés? Ça fait partie des difficultés, mais cela n'a pas fait flop. Vous savez, le Bénin émergeait sur deux tableaux. À l'époque, il y avait le débat de la Commission de la CEDEAO, mais aussi il y avait le chantier de l'Union africaine. Donc on a pris, lorsque le Bénin a pris la tête donc, de l'Union africaine, bien entendu à l'échelle régionale, certains ont souhaité que le Bénin partage. Dans un esprit donc, de partage, le Bénin a concédé en attendant. Mais le Bénin s'est battu de l'intérieur pour que, au sein de la CEDEAO, tous les États membres soient représentés au sein de la Commission. Et c'est devenu un acquis depuis le dernier sommet de la CEDEAO à Yamoussoukro. Et donc, désormais, il y aura 15 commissaires, soit le président, le vice-président et 13 commissaires donc chargés de département. Et là, le Bénin aura très bientôt son poste de commissaire au sein de la Commission. Donc le Bénin a choisi l'Union africaine au détriment de la présidente de la CEDEAO. Le Bénin n'a pas choisi l'Union africaine au détriment de la CEDEAO. Je dis bien que lorsque le Bénin a été élu à la tête de l'Union africaine, il y a eu un certain nombre. Il dit, bon, la charge est peut-être trop, pourquoi demander au Bénin de partager? Autrement dit, le Bénin s'est positionné maintenant pour l'après, donc mandat de celui qui est là aujourd'hui, et donc ce n'est que partie remise, ce n'est pas une renonciation. Monsieur le ministre, la présidence béninoise de l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle a apporté concrètement au Bénin? Quelles en sont les retombées? On a vu le président qui a beaucoup voyagé, travaillé tous les pays de l'Afrique, au-delà même, pour porter la voix du continent. C'est vrai, ça a un coût pour le contribuable béninois. Alors, en termes de retombées, qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, on va serrer la nature des retombées. D'abord, en tant qu'État, membre de la communauté internationale, le Bénin aspire à une reconnaissance et une consécration au plan mondial. Au sein de l'Union africaine, depuis 1963, nous sommes en train de préparer actuellement le cinquantenaire de l'Union africaine. Mais de 1963 à 2012, soit 49 ans, le Bénin n'a jamais eu l'opportunité de présider aux destinées de notre organisation continentale. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons pu bénéficier de cette position. Je pense en soi-même, cela constitue un acquis fondamental en termes de rayonnement, en termes de consécration, en termes de reconnaissance au plan continental et au plan mondial. Le Bénin, à partir de cette position, a eu l'occasion de prendre part à de grandes rencontres au plan international. Je peux donner, entre autres, le Bénin a pris part au G8, par exemple, au G20. Et à ces occasions, outre que le Bénin était le porte-voix du continent africain à travers le président Yaya Boni, où le Bénin a incarné les aspirations de tout un continent, de sa jeunesse, de tout un continent, de ses hommes d'affaires, un continent à travers toute sa classe politique, toutes catégories confondues. Le Bénin a incarné cela au cours d'une année. En participant par exemple au G20, le président de la République du Bénin a été témoin du lancement par exemple de l'initiative du président Obama. L'initiative qu'on a appelée Alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Bénin n'était pas prévu. Mais la présence du Bénin a permis au président de la République de demander l'inscription du Bénin à ce programme. Et ce qui a été fait aujourd'hui, le Bénin est inscrit comme pays bénéficiaire de cette initiative et je pense que le G8 a désigné la République fédérale d'Allemagne pour
accompagner le Bénin dans l'élaboration de son programme. Le Bénin est aussi, en tant que président en exil de l'Union africaine, a pris part, par exemple, à la FOCAC, ou si vous voulez, au forum de coopération Chine-Afrique, par exemple. Et vous savez que nous avions un dossier, notamment la réalisation de la route Akasato-Boycon, qui est un dossier bilatéral, mais qui était pendant. Le président de la République a profité de sa participation à la 5e conférence ministérielle du forum Chine-Afrique pour rencontrer les plus hautes autorités chinoises et pour achever et boucler ce dossier et qui a permis au Bénin de gagner près de 107 milliards de francs CFA et qui permet aujourd'hui de réaliser cette route. On peut citer beaucoup d'autres choses. Le président de la République, même à la fin de son mandat, a continué à bénéficier de reliquats de cette image. Il a été invité en visite officielle, par exemple, au Japon. Vous savez, on a des accords entre le Bénin et le Japon, des accords de coopération. Et c'est des termes plus ou moins ficelés d'avance. Par exemple, on devrait bénéficier d'environ 18 milliards sur la période concernée. Mais du fait de sa visite, le Japon a augmenté un supplément de 6 milliards de francs CFA à cette coopération. Je peux citer plein d'autres. Le président de la République, quand je prends par exemple dans le cas du 10e FED, le président de le Bénin bénéficie d'un financement de l'ordre de 220 milliards de francs CFA. Par exemple, sur le 10e FED. Mais le président de la République a mené des négociations et sa position de président de l'Union africaine a été pour quelque chose. Il a pris part, par exemple, aux Journées européennes de développement. Et à cette occasion, il a rencontré les plus hautes autorités de l'Union européenne. Et ensuite, il y a eu la visite du président de la Commission de l'Union européenne, M. Barroso, ici, suivie de la signature d'une aide budgétaire de 50 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA comme contribution. On peut citer à l'envi ces différentes retombées. Visite au Brésil, la route Quito-Savè, 74 millions de dollars de lignes de crédit en négociation. Visite, comment l'appelle-t-on, confirmation, par exemple par l'Inde, du financement de l'usine de montage de tracteurs, enfin disons de matériel agricole de Ouida, ligne de crédit de 15 millions de dollars, etc., etc. On peut multiplier. Donc, en termes de retombées financières pour le développement du Bénin, il y en a beaucoup, on peut en citer davantage. Ça reste encore à l'étape de promesse. On peut même dire que c'est des milliards encore virtuels. On attend de voir le concret sur le terrain. La route Akasato-Boycon, est-ce que c'est encore à l'état du virtuel? Non, est-ce moi que je vous pose la question, monsieur le ministre. Évidemment, moi je vous pose la question. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres aspects que vous aviez cités. Et comme quoi bon, non, moi je vous pose la question. Il y a d'autres aspects. Il y a d'autres aspects. J'ai parlé donc des aspects retombées financières. Mais il y a aussi le retombées en termes d'image et de rayonnement. Vous savez, aujourd'hui, sur le plan international, le Bénin, pour avoir incarné l'image du continent pendant toute une année, a laissé des traces positives au G20. Le Bénin y a préparé. C'est la première fois que notre pays a l'opportunité d'aller s'asseoir, je dirais, à la table des grands de ce monde. Le G8 à Camp David. C'est aussi cette opportunité. Cela, cet honneur fait à notre pays, ça n'a pas de prix. Ça peut avoir peut-être un petit coût, mais cela n'a pas de prix. Non, ça c'est pas un petit coût. Ça a des coûts, monsieur le ministre. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas l'ignorer, ça a des coûts. Je pense que... Par rapport à la situation économique du pays, qui n'est pas des plus rélusantes, on peut quand même dire que c'est des options prestigieuses, plus prestigieuses. La situation économique du Bénin, je ne dis pas que nous sommes un pays à taux de croissance à 2 chiffres ou autre, etc. Mais il faut reconnaître quand même que nous sommes passés aujourd'hui à près de 5,4% de taux de croissance. Une moyenne au-dessus de la moyenne continentale.
Et la moyenne continentale est supérieure à la moyenne mondiale. Quoi qu'on dise, nous ne sommes pas un pays pétrolier, d'accord? Nous ne sommes pas un pays minier, mais nous avons réussi quand même à réaliser ces choses-là. Je pense qu'il faut féliciter tout le peuple béninois, son gouvernement, le leadership qui a permis, comment l'appelle-t-on, de réaliser ces choses-là. Donc concrètement, ça, vous inscrivez dans une diplomatie de développement, ce qui vous oblige à voyager, à faire le tour du monde pour aller capter des ressources, monsieur le ministre. L'option faite par le président de la République, c'est une diplomatie de développement, prioritairement. Une diplomatie de bon voisinage, c'est-à-dire de culture de la paix, de culture de la sécurité. Vous savez, du fait de la position de Bénin, le président de la République a pu avoir des rencontres avec les plus grands leaders de ce monde. Le président de la République a pris un certain nombre d'initiatives pour la première fois. Par exemple, l'idée d'établir un partenariat stratégique entre le continent africain et le bloc, le nouveau bloc des BRICS, que vous connaissez. Absolument. Cette idée a été avancée par le président Yaya Boni, qui a souhaité que les BRICS créent une banque de développement pour financer les infrastructures sur le continent africain. Par exemple, le Bénin a joué un rôle important. Cela a donné des fruits. Et vous avez vu, au 5e sommet des BRICS, à Durban, en Afrique du Sud, ces idées ont été matérialisées. Et donc, cela a commencé par prendre corps. Il y a eu pour la première fois une rencontre d'échange interactif entre les leaders africains et les leaders des BRICS. Et cela témoigne aussi de ce qui peut arriver dans le futur. Le Bénin a eu aussi l'occasion de jeter un regard critique sur le fonctionnement des institutions de l'Union africaine. Pour la petite histoire, lorsque le président de la République a pris la tête de l'Union africaine, qu'est-ce qu'il a fait? Vu l'intensité des problèmes qu'il y avait, notamment la il a organisé ici un nouveau président de la Commission, 3 mini-sommets. Plusieurs rencontres à Cotonou. Exactement. 3 mini-sommets. Pour beaucoup de gens, c'était des visites de tourisme pour certains chefs d'État africains qui venaient ici. Ce n'était pas des visites de tourisme, bien au contraire. C'était plutôt pour rechercher des solutions à une crise. Et cette crise qui menaçait, comment on appelle-t-on, l'existence de notre organisation continentale. Le président de la République, à travers ces mini-sommets qui ont créé des espaces de brainstorming entre chefs d'État, qui ont pu se parler du fond de leur cœur, qui ont pu se vider. Je pense que cela lui a permis, à Addis Abeba, au mois de juillet, de créer une dynamique positive qui a permis l'élection d'un président, je dirais d'une présidente, Mme Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, vice-président et de commissaire, pour sortir notre organisation de la crise. Ça a été finalement la victoire de l'Afrique anglophone sur l'Afrique francophone. Pas du tout, pas du tout. Une telle lecture que certains journalistes pressés, monsieur le ministre, c'est ça qui a fait traîner l'élection du nouveau président. Vous n'ignorez pas ça, monsieur le ministre? Je regrette, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai dit, c'est une lecture de journalistes pressés qui n'ont pas compris et qui ne connaissent pas la dynamique de repositionnement ou de positionnement à l'interne au sein de l'organisation. Je vous dis, les positions sont transversales aux langues, ou du moins à l'anglophonie ou bien à la francophonie. Vous avez des États francophones qui ont soutenu Mme Dlamini Zuma. Il y a des anglophones qui ont soutenu. Vous avez des noms d'États africains francophones? Vous permettez que je n'entre pas dans les détails. Monsieur le ministre, mais sachez que ce n'est pas du tout sur une ligne de fracture linguistique que les positions ont été exprimées. Non. Alors, monsieur le ministre, sans trop revenir à la situation au Mali, c'est vrai, l'une des ondes de choc, c'était cette phobie, cette psychose qui s'est emparée de tous les touristes et de tous les États désireux de
venir peut-être dans notre pays. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit que la France, Yaya Boni a été le premier président reçu par François Hollande. Alors quelles sont aujourd'hui les relations entre la France et le Bénin? On a vu le faux ou le vrai départ de l'ambassadeur. Il y a eu l'histoire par rapport à la sécurité, le communiqué publié par le Quai d'Orsay qui menaçait un peu, enfin, qui alertait sur les questions d'insécurité au Bénin. Alors qu'aujourd'hui, la relation de la France essayons de situer les choses dans leur contexte. D'abord, les relations entre le Bénin et la France sont au beau fixe. Ça, c'est un terme peut-être consacré en matière de diplomatie pour dire il n'y a pas... C'est la langue du bois. Ce n'est pas une langue de bois. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est des relations de bonne qualité. Son ambassadeur. Vous l'avez, donnez-moi la preuve écrite de cette requête. Est-ce que vous l'avez? Moi, je vous pose la question. Alors, il y a eu quand même une friction donc, croyez en et moi donc, dans les réponses que je vous donne. L'autorité béninoise, la France béninoise, après le communiqué. Lorsqu'il y a eu le communiqué de concrètement, de quoi s'agit-il? Les Béninois veulent savoir un peu sur cette affaire-là. De quoi s'agit-il de façon claire? Vous savez, sur le site internet du Quai d'Orsay, vous avez une page qu'on appelle Conseil aux voyageurs. C'est un site qui est souvent actualisé en fonction des menaces perçues, je dis bien, par la diplomatie française pour les ressortissants français dans leur déplacement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et l'information sur le site a été souvent actualisée. La dernière actualisation a donné, si vous voulez, a été l'objet d'une grande médiatisation. Une médiatisation inopportune. Vous la jugez inopportune? Inopportune. Pourquoi? Dans la mesure où il n'y avait pas que le Bénin. Il y avait d'autres pays. Pourquoi, en cet instant, avoir mis le zoom sur le Bénin sur des aspects qui n'étaient pas positifs? Lorsque nous avions réagi, l'ambassade de France ici à Cotonou a sorti un communiqué pour tenter d'adoucir un peu le ton en disant qu'elle-même, elle est surprise par l'ampleur donnée à l'information qui a été donc issue du site. Alors, qui est à l'origine alors de cette diffusion d'informations si tapageuses, négatives pour l'image du pays? Bien entendu. Je pense que les autorités béninoises se sont posées des questions. Mais cela n'est pas allé au-delà. Mais lorsque vous parlez de la question de l'ambassadeur de France, vous savez, un État est souverain. Les ambassadeurs sont accrédités auprès des puissances étatiques. Et le premier responsable de la diplomatie, de la politique extérieure d'un État peut juger pour des raisons qui lui sont propres de dire tel ou tel et de donner tel ou tel avis. Je pense que cela est une pratique normale dans les relations diplomatiques et les États se concertent et trouvent des solutions. Que l'ambassadeur de France soit rappelé. C'est un ambassadeur comme tout autre. Chaque pays peut avoir ses raisons propres. Est-ce que vous avez demandé qu'il soit rappelé? Est-ce que vous avez une preuve? Donc moi je vous pose la question, parce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au contexte, on peut être amené à le faire. Est-ce que vous aviez demandé? Je dis on peut être amené à le faire, mais il appartient, c'est une décision que des chefs d'État peuvent prendre et se communiquer entre eux, au-delà de toute considération. C'est pour cela que je dis, cela fait partie d'une pratique réglementaire en matière de diplomatie et les uns et les autres peuvent régler leurs problèmes de cette manière. Vous voyez, sans entrer dans les détails. Alors, monsieur le ministre... Alors, vous avez dit par ou par pas. L'ambassadeur de France a été bel et bien rappelé. Donc, il y a un ambassadeur qui va venir. La demande d'agrément a été déjà envoyée aux autorités béninoises qui ont déjà accordé l'agrément. Donc, d'un instant à l'autre, éventuellement, dans les semaines ou mois à venir, il y aura un nouvel ambassadeur. Monsieur le ministre, le Bénin est présent sur plusieurs théâtres
les opérations de maintien de la paix dans le monde, en Afrique et dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça rapporte au Bénin en termes de retombées économiques? Les opérations de maintien de la paix, surtout les Nations Unies, d'abord, il s'agit pour le Bénin d'apporter sa contribution à l'établissement d'une sécurité collective, conformément à la Charte des Nations Unies. Travailler pour la paix et la sécurité collective. Partout où il y a menace à la paix, où il y a situation de conflit, où les forces armées béninoises peuvent apporter leur contribution, que le Bénin est sollicité, le Bénin répond. Je pense qu'aujourd'hui, le Bénin intervient à l'ONUCI, à la MONUSCO et autres, au Darfour, à Haïti, etc. C'est des opérations qui, je dirais, rapportent peut-être aussi quelque chose, disons, aux contribuables, au gouvernement béninois, puisque c'est quand même des équipements béninois. C'est des soldats formés par l'armée béninoise, aux frais du Bénin. Aujourd'hui, par rapport aux retombées? Je pense que nous recevons, si je me réfère aux chiffres de 2011 et 2012, c'est l'équivalent d'environ 9-10 milliards par an. Donc, il y a quand même un minimum de retombées pour le trésor public et qui permet, si vous voulez, de faire face donc aux charges induites par ces opérations. Alors, Monsieur le ministre, la question de la diaspora béninoise, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Comment utiliser, disons, cette filière pour contribuer au développement de notre pays? La diaspora de notre pays à l'extérieur, c'est souvent signalé par des contributions, mais à travers surtout des réseaux d'ONG, d'associations et autres. La coopération décentralisée ou pas aussi. des réseaux beaucoup plus informels aussi. Nous avons, il y a quelques années, essayé d'évaluer un peu, disons, les transferts de fonds en direction du Bénin par la diaspora, ce qui suit bien entendu des canaux officiels. On a estimé à travers la BCAO environ 50 milliards. C'est relativement peu par rapport à l'importance de cette diaspora. Cela veut dire quoi? Que nous n'avons pas encore réussi à avoir un cadre stimulateur pour une meilleure contribution de la diaspora au développement. Nous avons le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur qui essaye tant bien que mal. En France, il y a beaucoup d'autres associations. Et pour mieux canaliser la diaspora et créer les conditions de sa participation à notre développement, il est prévu au cours de cette année 2013 un forum national de la diaspora béninoise avec autour de projets clairs. Par exemple, nous avons, au cours de nos différents déplacements, eu plusieurs rencontres avec les communautés béninoises à l'extérieur qui posent des problèmes parfois ordinaires et simples. Des problèmes administratifs, par exemple le passeport qui se périme. Alors qu'on est à tel ou tel endroit, pour renouveler, il faut se référer au Bénin. Cela pose beaucoup de problèmes. Le passeport, c'est peut-être une durée de validité de 3 ans, alors qu'on aurait pu faire plus. Je pense qu'il y a des dispositions qui sont en cours, par exemple, sur ce point-là. Le Bénin va passer au passeport biométrique, peut-être d'ici à 2-3 ans, d'accord? Et en ce moment, on peut décider que le passeport béninois a une validité de 5 ou 10 ans, sans aucun problème. Ça va faciliter la tâche. Mais pour la participation au développement, il y a un problème d'information, il y a un problème aussi de relations de confiance entre la diaspora et ceux qui sont restés au pays. On estime à environ 3 ou 4 millions les Béninois de la diaspora qui veulent contribuer aussi d'une manière ou d'une autre. Nous avons envisagé la création de ce qu'on a appelé la maison de la diaspora, qui sera une sorte de guichet unique d'information. C'est de nouveaux chantiers, ce sont nos réformes. Une sorte de guichet unique où quelqu'un de la diaspora qui veut intervenir au Bénin peut disposer de toutes les informations possibles
pour lui permettre de créer une entreprise, pour lui permettre de faire des opérations immobilières, pour lui permettre de faire des investissements dans telle ou telle chose, et peut-être les amener à créer une banque de la diaspora. Eux-mêmes ont déjà pris certaines initiatives, mais nous devons les accompagner pour leur permettre de matérialiser ces idées-là. Créer beaucoup d'autres espaces d'échange, d'espaces de confiance. Je pense que c'est cela que nous devons faire pour les amener à s'intéresser davantage à leur pays. Alors, Monsieur le ministre, ça nous a amené à enclencher avec les réformes que vous aviez engagées au niveau des affaires étrangères. Alors, quels sont les principaux obstacles à l'aboutissement de ces réformes au niveau des affaires étrangères? Disons, parlons d'abord peut-être des réformes. Des réformes. Quelques réformes qu'on a tenté. Nous avons commencé par parler déjà de la diaspora. La diaspora. Mais au niveau du ministère des Affaires étrangères, vous savez, quand vous regardez un peu l'organigramme, avant le nouveau décret portant attribution, organisation, fonctionnement du ministère, vous avez le secrétariat général, les directions géographiques, les directions techniques et autres. Nous avons constaté que lorsque nous disons par exemple la coopération bilatérale au plan national, je vous dis, une de mes difficultés, c'était d'avoir une vue globale de la coopération bilatérale de notre pays avec le reste des pays du monde. Chaque direction géographique a son minimum de savoir localisé, permettez-moi, localisé dans sa zone géographique. Il n'y a pas de passerelle pour une réflexion stratégique des choses. Mieux, lorsque, parce que ça c'est une autre difficulté de la coopération. Votre mission a été d'engager cette réflexion. D'engager cette réflexion. Il faut voir par exemple, vous avez des ministères sectoriels qui ont des relations de coopération bilatérale avec des pays que le ministère des Affaires étrangères parfois ne maîtrise pas. Il y a un problème de cohésion. Nous avons besoin donc d'une direction générale de la coopération bilatérale qui permet de coordonner l'ensemble des régions géographiques. Pas centraliser, mais coordonner. Coordonner, mais aussi d'avoir une vue globale de la coopération bilatérale à travers les différents ministères sectoriels, de manière à ce que nous puissions avoir un tableau de bord et engager une réflexion globale. D'un pays à un autre, d'une région géographique à une autre, les politiques de coopération bilatérale ne sont pas les mêmes. Toutes les formes de coopération bilatérale ne conduisent pas forcément au développement. Il y a des possibilités d'opérer des choix à des moments donnés et c'est en rapprochant tout ça que nous pouvons opérer des choix réels et pouvoir donc faire un certain nombre de choses. Il en est de même de la coopération multilatérale. On a tout ce qui concerne les organisations d'intégration africaines. Oui, sous-régionales. Exactement, sous-régionales. Nous avons également tout ce qui concerne les organisations du système des Nations Unies. Vous avez également, enfin, le système des Nations Unies, ça peut être à caractère politique, à caractère de développement, à caractère sanitaire, etc. Et là également, nous avons besoin d'avoir une vue large et donc une analyse stratégique qui puisse nous permettre de nous positionner. Et pour ça, nous avons eu besoin de créer une direction générale de la coopération multilatérale. En dehors de cela, lorsque vous prenez le ministère des Affaires étrangères, nous avons souvent eu une direction Afrique-Moyen-Orient, qui est une direction trop large, très vaste, de sorte que certaines régions géographiques ne sont pas couvertes véritablement. Donc, nous avons dit qu'il vaut mieux éclater cela. Nous avons créé une direction Afrique qui s'occupe du continent africain de façon chose, à l'exception de ce que nous avons appelé les pays du voisinage et pour lesquels nous avons créé une direction spéciale qu'on a appelée la direction des pays du voisinage qui couvre des pays frontaliers, le Niger, le Nigeria, le Togo, le Burkina Faso. Nous y avons inclus le Ghana et la Côte d'Ivoire, en ce sens que dans ces différents pays, tout choix politique ou de politique publique, toute situation de trouble éventuel
peut avoir des répercussions immédiates sur la sécurité, sur le développement, sur la prospérité de notre pays. Nous avons besoin d'avoir un regard beaucoup plus rapproché et nous avons besoin de définir une politique béninoise du Nigeria, une politique béninoise du Niger, une politique béninoise du Togo, du Burkina, etc. de manière donc à les intégrer dans des dynamiques qui permettent au Bénin à la fois d'assurer sa présence à l'échelle, comment l'appelle-t-on, régionale, mais aussi d'assurer sa sécurité, de permettre au Bénin de définir des politiques publiques qui puissent lui permettre de capitaliser sur ce que les autres font ou sur ce qu'ils ont omis de faire. Alors, et cela est fondamental. Avec votre budget de 21 milliards, est-ce que vous pouvez concrétiser toutes ces ambitions? Je vais ajouter aussi une dernière réforme au niveau géographique. Ouais. Je prends les pays du Golfe et de l'OCI. Vous savez, le Bénin est l'un des rares pays qui bénéficie moins, je dirais, des retombées de son appartenance à l'OCI ou bien autre chose. Vous prenez un pays comme le Sénégal. Ils ont eu, tout dernièrement, ils ont signé avec la Banque islamique de développement un programme de près de 680 milliards de francs CFA. Je prends un pays comme la Mauritanie. Ils ont eu un programme pays de 1,1 milliard 200 millions de dollars, soit plus ou moins l'équivalent aussi de 600 milliards de francs CFA, programme pays. Parce que nous n'avons pas développé une politique claire en rapport avec la coopération avec les pays arabes, les pays du Golfe, les pays de l'OCI. Nous n'engrangeons pas suffisamment et nous avons décidé donc de créer une direction spéciale sur la base d'une vision claire par rapport à ce qui nous intéresse avec ces pays-là. Et donc nous avons fait également cette réforme. Il y a d'autres réformes sur lesquelles je ne voudrais pas revenir. Alors, clairement, vous allez dans cette direction. Nous allons dans cette direction pour pouvoir moderniser à la fois le ministère, mais aussi chose. Bien entendu, on a des difficultés, les obstacles majeurs que nous avons. C'est des obstacles en termes... Vous avez des difficultés pour positionner, par exemple, les cadres dans les institutions internationales. Oui. D'abord, même en termes de ressources... Ça ne date pas de votre... En termes de ressources humaines. Ouais. Vous savez, nous avons une administration de cadres vieillissants. De cadres vieillissants. Il faut renouveler le personnel. Il faut renouveler le personnel, il faut faire des recrutements et les ressources ne suivent pas. Et ça, c'est un vrai problème pour le ministère des Affaires étrangères. Il y a également, disons, des difficultés en rapport avec les conditions de vie des diplomates à l'extérieur. Vous savez, nous avons autour de 34 missions diplomatiques à l'extérieur. Vous allez passer à 38 avec la Turquie, Malabo, il y a des perspectives d'ouverture. Il y a la Turquie, oui. L'ambassade est déjà ouverte. Il y a l'Algérie, nous reprenons la coopération. La Guinée équatoriale aura une ambassade bientôt là-bas. Et il y a peut-être des bureaux d'ambassade que nous allons ouvrir dans notre pays, bien entendu, ou de la sous-région ou du lointain. Mais tout ceci nécessite des ressources humaines, mais aussi que lorsque les ressources humaines sont sur le terrain, méritent des traitements relativement plus décents. Je pense et je comprends tout le combat que les syndicats mènent au ministère des Affaires étrangères pour la révision du décret 149 de 1965 qui est le cadre de référence. Ce décret définit disons les conditions d'octroi d'indemnité et autres, etc., aux diplomates en poste. C'est un décret, un vieux décret. Il faut le reconnaître. Il y a eu déjà un travail qui a été fait donc, pour l'actualiser, pour permettre de faire choses. Je pense que le Conseil des ministres s'est déjà prononcé sur le décret 149. Et je pense qu'il y a un nouveau décret qui est déjà préparé. Et nous attendons juste quelques détails pour que, enfin, on sorte un peu de ce schéma pour redonner beaucoup plus de considération au métier de diplomate et donc permettre à la corporation d'améliorer un peu ces conditions. Alors, Monsieur le Ministre, avant de nous séparer, vous êtes homme politique. Vous êtes coordonnateur d'une alliance Amana qui est représentée au Parlement.
Donc vous êtes une force quand même politique. Alors beaucoup de gens vous prêtent des intentions de succession au président, à l'actuel président. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? En 2007, vous ferez partie de l'écurie qui pourrait éventuellement gagner. Je vous remercie. Vous savez, la rumeur, ça fait partie aussi de notre mode de communication au quotidien. De politique. Du peuple ordinaire aussi. Politique aussi ont intérêt à cela, alimenter cette rumeur. Je suis un ministre. Une forme de désistance des hommes politiques. Je ne suis qu'un ministre au gouvernement choisi par un chef de gouvernement, chef de l'État, qui m'a sollicité pour servir à ses côtés le peuple béninois. Ça ne vous disculpe pas d'avoir des ambitions et autres? Je pense qu'il est légitime pour chaque citoyen de nourrir des ambitions. Mais il faut nourrir les ambitions de ses moyens. De mon point de vue, sauf extraordinaire, nous sommes dans la ligne de la réalisation du programme du président de la République, dans la ligne de la réussite de son mandat. Et le moment venu... On pourrait avoir des ambitions, on pourrait se prononcer. Il n'y a pas meilleure personne que lui pour identifier et éventuellement indiquer qui pourrait être éventuellement... Vous priez pour ça, que vous soyez la personne indiquée sans doute, ça ne vous ferait pas de mal, monsieur le ministre. Je pense que chacun a son destin et chacun assumera son destin. Alors, monsieur le ministre, votre mot de la fin? Au mot de la fin, je voudrais dire à mes compatriotes que, la diplomatie béninoise, qui est une diplomatie de développement, une diplomatie de bon voisinage, c'est une diplomatie de mobilisation de ressources. Je pense dans le cadre de la coopération bilatérale, multilatérale, si on voit au multilatéral, c'est pas moins de 100 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA dépensés par le système des Nations Unies pour le développement au Bénin. La coopération bilatérale avec les pays européens et autres, c'est en moyenne 90 milliards de francs CFA par an d'apport pour le développement de notre pays, au budget de notre pays. Et quand on voit tout ce qu'il y a comme opportunité, il faudrait que mes compatriotes comprennent que les multiples déplacements du président de la République à l'extérieur pour conduire en personne la diplomatie de notre pays, pour mobiliser les ressources, il ne s'agit pas de voyage d'agrément. Je souhaiterais que quelques-uns fassent l'expérience de voyager une fois avec lui pour comprendre à quel point c'est une vie presque ascétique, d'accord, que nous menons. C'est une vie sans repos, mais je dois lui reconnaître une chose, il a des talents extraordinaires de négociateur. Et donc, il sait identifier où se trouve la mine, comment y accéder, et il y réussit. Et je pense que le peuple béninois peut continuer par lui faire confiance. Merci, monsieur le ministre Arifari Bako, ministre des Affaires étrangères. Merci d'être venu nous parler des différents chantiers, des différents dossiers que vous avez à défendre. Merci d'être passé et à très bientôt. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale et à très bientôt.